Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons rappeler et surtout démontrer les théorèmes opératoires sur la dérivabilité. Donc, il y en a trois. Pour les opérations usuelles, on va dire arithmétique, addition, multiplication, combinaison linéaire, quotient, composition, et ensuite réciproque. On va retrouver donc le formulaire de dérivation établi depuis longtemps. Donc, premièrement, donc, proposition. Alors, on va pas se fixer un cadre général dans toute la vidéo parce que les positions des objets vont varier au fur et à mesure. Donc ici, je considère I inclus dans R un intervalle, A un point de I, et F et G deux fonctions définies sur I à valeur dans R, dérivables en A. Donc je vais tout faire pour dérivable en A. Bien sûr, tout cela s'étend immédiatement à dérivable sur I. Donc premièrement, pour la combinaison linéaire, si je prends lambda et mu deux scalaires, eh bien la fonction lambda f plus mu g est dérivable en A, et la dérivée de la fonction lambda f plus mu g en A peut lambda fois f' de A plus mu fois g' de A. On dit que la dérivation est linéaire. Donc ça, vous connaissiez. Ensuite, toujours connu, on sait qu'un produit de fonctions dérivables est dérivable. Donc le produit FG est dérivable en A. Et on a bien sûr la formule de dérivation du produit. Donc f' de A fois G de A plus f de A fois G' de A. Et ensuite, si G de A n'est pas nul, eh bien 1 sur G est dérivable en A, et alors c'est est défini et dérivable en A bien sûr, on le rappellera, et le nombre dérivé de 1 sur G en A, ça fait moins G de A sur G' de A. Alors, on aurait pu avoir le 3 par composition avec la fonction inverse. Bon, très traditionnellement, on l'inclut dans ces résultats élémentaires. Et bien sûr, euh, si on a 2 et 3, on nous donne que si G de A n'est pas nul, f sur G est dérivable en A, et on a la formule de dérivation d'un quotient, f' de A fois G de A moins f de A fois G' de A sur G carré de A. Alors, cette formule n'est pas toujours très utile, ça dépend de la situation. Vous connaissez tous ces résultats, bien sûr, l'important est de les démontrer, et on va voir qu'on fait ça très facilement avec nos histoires de notre caractérisation de la dérivabilité par le prolongement par continuité des taux d'accroissement. Donc, on prend phi et psi, les taux d'accroissement de f et de g, prolongés par continuité, prolongés en A par continuité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, c'est très important de bien comprendre ce que cela veut dire. Cela veut dire que si x est un point de i, f de x moins f de a, c'est x moins a fois phi de x. G de x moins g de a, c'est x moins a fois psi de x. Phi et psi sont continus en A. Phi de A vaut f' de A, et psi de A vaut
G' de A. Bien, alors pour le premier, on forme juste les taux d'accroissement. Donc on prend x dans i toujours, et on forme le taux d'accroissement euh, donc de lambda f de x plus, on forme l'accroissement, pardon, lambda f de x plus mu g de x moins lambda f de a plus mu g de a. Ça fait donc lambda facteur de f de x moins f de a plus mu facteur de g de x moins g de a. Et donc ça fait lambda fois x moins a phi de x plus mu fois x moins a psi de x. Donc on peut factoriser par x moins a, et c'est le plus important. Ça fait x moins a facteur de lambda phi de x plus mu psi de x. Et ce lambda phi de x plus mu psi de x, ici, tend immédiatement, lorsque x tend vers a, vers lambda f' de a plus mu g' de a, ce qui permet de conclure à la fois à la dérivabilité de la fonction lambda f plus mu g et à la valeur du nombre dérivé de cette fonction en a, qui vaut lambda f' de a plus mu fois g' de a. Donc voilà pour le taux d'accroissement. Alors on peut procéder un peu de la même manière pour le produit. Enfin, voilà pour la combinaison linéaire. Pour le produit, on peut procéder de la même manière, mais on peut aussi écrire juste f de x fois g de x. C'est une autre manière de procéder. Donc là, une petite gymnastique importante, c'est dans ceci, d'écrire f de x égale f de a plus x moins a phi de x, et g de x égale g de a plus x moins a g de x. Donc on va l'écrire de cette manière, f de a plus x moins a phi de x, hop, on ferme, fois g de a plus x moins a psi de x. Et donc on développe, on obtient f de a fois g de a plus ensuite x moins a fois f de a psi de x plus x moins a fois g de a fois phi de x plus x moins a au carré fois phi de x fois psi de x. Et donc cela s'écrit, je vais serrer à gauche pour l'écrire en une ligne, f de a g de a plus x moins a fois, et ça c'est le plus important, f de a fois psi de x plus g de a fois phi de x plus x moins a fois phi de x fois psi de x. Ensuite, il suffit d'ouvrir les yeux là-dessus. Psi tend vers g' de a en a, phi tend vers f' de a en a, bien sûr x moins a tend vers 0 en a. Donc ceci tend immédiatement, on va faire un peu plus à gauche, lorsque x tend vers a, vers f de a fois g' de a plus g de a fois f' de a. Ce qui permet de conclure immédiatement 1 à la dérivabilité du produit de fg, 2 à la valeur du nombre dérivé du produit fg en a, qui vaut bien f de a fois g' de a plus g de a fois f' de a. On peut faire finalement la même chose pour l'inverse. Alors il y a une chose à remarquer, c'est que comme g est dérivable
en A et G de A n'est pas nul, donc G ne s'annule pas au voisinage de A. Donc ce qui va permettre de considérer 1 sur G au voisinage de A. Donc je vais prendre X dans I tel que G de X n'est pas nul. Et puis ensuite on va former le taux d'accroissement de 1 sur G de X moins 1 sur G de A. Eh bien on ramène au même dénominateur. Ça nous fait G de A moins G de X sur G de A, G de X. Et donc, ça nous fait moins X moins A fois psi de X. Là, au numérateur, on a l'opposé de l'accroissement de G entre A et X sur G de A, G de X. Ce que l'on peut réécrire, bien sûr, X moins A fois moins psi de X sur G de A, G de X. Et puis on sait que psi tend vers G' de A en A, G tend vers G de A en A par continuité de G. Donc tout ceci tend immédiatement, lorsque X tend vers A, vers moins G' de A sur G carré de A. Tout simplement. D'où, premièrement, la dérivabilité de G en A et de 1 sur G, pardon, et la valeur du nombre dérivé. Donc voilà pour le premier paquet de résultats opératoires. Vous connaissiez tout ça, il n'y a rien de nouveau. La seule chose nouvelle, c'est en fait la démonstration, même si d'un certain point de vue, ce sont des démonstrations que vous pouviez déjà faire au lycée. Alors pour la composition, ce serait un peu plus difficile au lycée. Je vous laisse regarder la démonstration erronée donnée dans le poly et puis on parlera en classe. Vous pourrez réfléchir à pourquoi est-ce que cette démonstration est erronée. Alors, maintenant, le théorème de dérivation d'une composée. Donc, rien de nouveau. Proposition. Donc, on prend I et J inclus dans R deux intervalles. F, une fonction qui va de I dans R, G, une fonction qui va de J dans R, et on va vouloir composer F par G. Donc, on va supposer que l'image de F est inclue dans J. Puis je vais bien sûr prendre A, un point de I. Et on va bien sûr dire que si F est dérivable en A et si G est dérivable en f de A, alors la composée de f par g est dérivable en A, et on a bien sûr la formule de dérivation d'une composée. La dérivée de la composée de f par g en A vaut f' de A fois g' de f de A. Donc c'est bien sûr f' de A fois, on peut aussi l'écrire f composé par g' évalué en A. On démontre, c'est finalement très simple en introduisant les taux d'accroissement de f et de g, respectivement A et f de A, prolongés par continuité. Donc on va noter phi le taux d'accroissement de f en A prolongé par continuité en A. On va noter psi le taux d'accroissement de G en f de A prolongé par continuité en f de A. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc si x est un point de I, on a f de x moins f de A égale
x moins a fois phi de x. Si y est un point de j, et là je fais à propos, je l'appelle pas x, eh bien g de y moins g de f de a, ça vaut y moins f de a fois psi de y. Phi est continu en a et phi de a vaut f' de a. Puis psi est continu en f de a et psi de f de a vaut le nombre dérivé de g en f de a. Et bien maintenant, si je prends x dans i, eh bien on calcule l'accroissement de la composée de f par g entre x et a. On utilise tout simplement cette écriture-là pour y égale f de x. Donc ça s'écrit f de x moins f de a fois psi de f de x. Et maintenant on utilise la première écriture ici. Et donc cela s'écrit x moins a fois phi de x fois psi de f de x. Et maintenant, comme f de x tend vers f de a lorsque x tend vers a, psi de y tend vers g' de f de a lorsque y tend vers f de a, et phi de x tend vers f' de a lorsque x tend vers a, ceci tend immédiatement lorsque x tend vers a, vers f' de a fois g' de f de a, tout simplement par continuité de phi et f en a, et puis de psi en f de a immédiatement. Et cela permet bien de conclure, premièrement, à la dérivabilité de la composée de f par g en a, deuxièmement, à la formule de dérivation d'une composée, que vous connaissez déjà. Voilà pour ce deuxième théorème, pardon. Démonstration à connaître d'ailleurs. Ce n'est pas compliqué, c'est assez simple. Et donc, démonstration à connaître. Et enfin, on va terminer cette vidéo par le troisième résultat que nous avons à notre programme. Et celui-là, vous allez voir, est plus subtil. Donc, on va l'appeler théorème. Alors, attention. Donc là, je prends I et J inclus dans R, deux intervalles. Et je prends f, une fonction définie sur I à valeur dans J, et je vais demander est-ce qu'elle soit bijective, c'est-à-dire qu'elle réalise une bijection de I sur J, et continue. Je prends, donc continue bien sûr, sur I, tout entier. Je vais prendre A un point de I, et je vais supposer que f est dérivable en A, et je vais supposer bien sûr que f' de A ne s'annule pas. Eh bien, on a alors que la réciproque de f, qui je vous rappelle va de J dans I, est dérivable en f de A. Et alors, je vais l'appeler B égale f de A pour que ce soit plus lisible pour vous. Et on a bien sûr
Alors, ce nombre dérivé, en fait, le nombre dérivé de la réciproque de f en f de a vaut 1 sur f' de a, mais pour vous, ce n'est pas la manière la plus simple de retenir cette chose-là. Mieux vaut pour vous le rappeler en fonction de b égale f de a. Dans ce cas, a vaut l'image de b par la réciproque de f. Donc cela veut dire que le nombre dérivé de f, de la réciproque de f en b, c'est 1 sur f' évalué en l'image de b par la réciproque de f. Donc c'est bien 1 sur, c'est ce que vous avez retenu en début d'année, la composée de la réciproque de f par la dérivée de f évaluée en b. C'est un moins 1. Alors, qu'y a-t-il de subtil dans cet énoncé? Eh bien, c'est que l'on a demandé une continuité sur i tout entier pour obtenir juste un résultat sur de dérivabilité en un point. Donc là, on a juste, hop, vous voyez, hypothèse de dérivabilité en un point, résultat, la réciproque de f est dérivable en un point, mais pour cela, on avait besoin de la continuité sur tout i entier. Ce que je vous laisse faire, c'est regarder, faire un petit dessin et regarder, ça c'est un exemple intéressant, la fonction f définie sur l'intervalle 0,2 à valeur dans l'intervalle moins 1, 1 et qui à x donne x moins 2 fois la partie entière de x. Je vous laisse la dessiner, vérifier que f réalise une bijection d'un intervalle sur l'autre, que f est dérivable en 0, que sa dérivée en 0 n'est pas nulle, mais que la réciproque de f n'est pas dérivable en 0. Donc f est dérivable en 0, f de 0 égale 0, la dérivée de f en 0 n'est pas nulle, mais la réciproque de f n'est pas dérivable en 0. Donc contre-exemple à regarder pour bien comprendre l'utilité de cette hypothèse-là, qui peut paraître surprenante la première fois qu'on la rencontre. Alors on va démontrer ce résultat. Je ne suis pas si dur que ça en fait. L'énoncé est plus difficile à retenir que la démonstration. Bien sûr, on va travailler avec des taux d'accroissement prolongés par continuité. Donc je note phi, le taux d'accroissement de f en A prolongé par continuité en A. Donc ça veut dire, hein, encore une fois, que si x est dans I, eh bien f de x moins f de A, c'est x moins A fois phi de x. Et maintenant, on peut dire juste phi de x tend, lorsque x tend vers A, vers f' de A. Et on va regarder les taux d'accroissement de la réciproque de f en un point de J. Et on va juste appliquer ceci en f exposant moins 1 de y. Donc je prends un point y dans J, et donc j'applique, je pose x égale f exposant moins 1 de y, donc j'applique ceci, donc f exposant moins 1 de y, l'image de y par la réciproque de f, c'est un point de i, donc j'ai f de f exposant moins 1 de y moins f de a, c'est donc f exposant moins 1 de y moins a fois phi de f exposant moins 1 de y. Et l'intérêt, c'est donc que ça me donne y moins f de a égale f exposant moins 1 de y. Or a, bah, finalement, c'est f exposant moins 1 de f de a fois phi de
f exposant moins 1 de y. Alors, on a presque obtenu l'accroissement ici de la réciproque de f entre y et f de a. Il suffit de diviser par cette chose-là. Bien sûr, avant de diviser, on s'assure que cette chose n'est pas nulle, mais c'est immédiat, parce que si y est différent de f de a, eh bien, on a phi, pardon, y moins f de a qui n'est pas nul. Donc on regarde la ligne de-dessus, forcément, phi de f exposant moins 1 de y n'est pas nul. Et si y égale f de a, bien phi de f exposant moins 1 de y, c'est phi de a. Ben ça on a aussi dit, pardon, ça on a dit que c'était f' de a. Et ça, ce n'est pas nul. Donc, cette quantité phi de f exposant moins 1 de y n'est jamais nulle. On peut donc diviser par elle, et on a donc f exposant moins 1 de y moins, moins a, hein, donc moins, on va l'écrire, hop, f exposant moins 1 de f de a. C'est donc immédiatement, hop, ici, y moins f de a sur phi de f exposant moins 1 de y. C'est donc y moins f de a fois 1 sur phi de f exposant moins 1 de y. Et donc, comme toujours, la seule question que l'on se pose est est-ce que cette quantité-là admet une limite lorsque y tend vers f de a? Et pour cela, on a besoin d'avoir la continuité de la réciproque de f, et c'est là où on utilise en fait le théorème de la bijection strictement monotone. Donc, on a f qui est strictement croissant, strictement, pas croissante. On a supposé juste que f était bijective et continue. Et hop, donc bijective de i sur l'intervalle j continue. Donc, strictement monotone. Donc, il faut surtout citer le théorème de bijection strictement monotone. Donc, par le théorème de la bijection strictement monotone, f est, la réciproque de f est continue sur j. Et bien donc ainsi, la réciproque de f exposant moins 1 de y, cela tend vers, lorsque y tend vers f de a, vers f exposant moins 1 de f', pardon, de f de a, pardon, qui vaut donc a. Donc par continuité, de phi de f exposant moins 1 de y, cela tend, lorsque y tend vers f de a, vers f' de a. Donc 1 sur phi de f exposant moins 1 de y, cela tend lorsque y tend vers f de a, vers 1 sur f' de a. Et donc, on a bien montré que cette chose-là
tendait vers 1 sur f' de a. Donc cela démontre bien que la réciproque de f, premièrement, est dérivable en f de a. Deuxièmement, que le nombre dérivé de la réciproque de f en f de a vaut 1 sur f' de a, ce qui est exactement le résultat que l'on voulait démontrer. Donc voilà pour cette vidéo. Maintenant, vous savez démontrer ce qui se cache derrière la phrase par opération sur les fonctions dérivables, et vous savez démontrer les formules de dérivation des réciproques usuels. Voilà. Maintenant, on a terminé sur ce travail technique sur la notion de dérivabilité. Nous avons obtenu ce formulaire. Nous allons prolonger un petit peu le travail sur les dérivées successives. Pas beaucoup, on va reprendre ce que l'on a fait ensemble dans le chapitre sur les équations différentielles. Et surtout, nous allons voir les grands théorèmes qui parlent de dérivabilité. Voilà pour la vidéo.